Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la suite du cours dédié à l'intelligence artificielle générative dans le cadre d'une activité de responsable et de directeur marketing et communication. Vous allez avoir l'ensemble des éléments directement dans cette présentation enregistrée, notamment avec une introduction sur le retargeting et sur les publicités en ligne avec différents cas d'usage. Et je commence notamment avec un cas d'usage concernant Adidas et la faculté qu'ils ont eue à augmenter leurs ventes directement en utilisant l'intelligence artificielle générative. Qu'on appelle du retargeting. Sauf que là, le retargeting chez Adidas avec l'IA sur les médias sociaux, c'est du temps réel en fait. Et l'impact, il est, quand je dis du temps réel, c'est-à-dire qu'en fonction de l'utilisateur, en fonction de l'heure, en fonction de la situation, etc., on va proposer des publicités qui s'adaptent. C'est-à-dire que si vous êtes à Paris à côté d'un magasin Nike, bah, on va vous proposer une publicité pour le magasin Nike de Paris dans lequel il y a une promotion sur les dernières Nike que vous voulez, par exemple. Donc, quand vous prenez ça 2 secondes en compte, vous savez que vous avez un accélérateur de business, un accélérateur marketing qui vous permet, en fonction de là où est la personne, bah, d'investir exactement les sommes que vous voulez en publicité et augmenter vos ventes. Et en l'occurrence chez, Adidas, on a un taux de clic qui augmente de 50. C'est le rêve de beaucoup de directeurs market, hein, soyons clairs. Générer de l'engagement comme ça, en fait. On a aussi parlé de Starbucks par rapport à son positionnement vis-à-vis de McDo, et notamment par rapport au café. Et en fait, Starbucks, c'est intéressant, une entreprise intéressante à étudier à bien des titres au niveau market, notamment parce que elle travaille largement sur son marketing. D'ailleurs, le concept de Starbucks, comme on se l'est dit, c'est un truc qui a été complètement inventé et inspiré des cafés européens. Et en fait, Starbucks a effectivement utilisé l'IA pour proposer des offres promotionnelles qui soient directement basées sur l'historique des achats des consommateurs. Quand je vous parlais la dernière fois des cartes de fidélité, bah, en fait, c'est le même principe, sauf que là, aujourd'hui, avec, l'IA et la promotion qui est affichée en fonction des différents achats, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, ils boostent leur marketing, là aussi, en direct. On le faisait déjà avec les cartes de fidélité. Vous alliez chez Yves Rocher, chez Foot Locker ou où vous voulez, passiez votre carte de fidélité, on savait ce que vous alliez acheter et 3 semaines après, vous receviez un courrier, un mail ou un truc comme ça disant que puisque vous avez acheté ça, vous aurez ça. Sauf que là, aujourd'hui, en fait, ça se fait en temps réel. Pour peu que vous ayez votre carte de fidélité directement sur votre téléphone portable et que vous la passiez en borne chez Starbucks et ils scannent votre carte de fidélité comme ça, bah, finalement, en direct, quand vous allez vous rasseoir avec votre café, vous pouvez recevoir une notification disant avec votre café, vous pourriez aimer un pancake, un pain perdu ou je sais pas quoi. C'est ça, en fait. L'IA ne fait qu'amplifier finalement, qu'accélérer, que donner une dimension supplémentaire à ce qui existait déjà. Parce que c'est le principe des cartes de fidélité finalement. Mais là, vous l'avez en direct. C'est-à-dire que quand vous êtes encore dans le magasin, vous avez la promo pour votre pancake. Comme quoi, l'IA, ça sert vraiment à tout et n'importe quoi. Et un peu de n'importe quoi aussi des fois. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir l'impact sur les compétences en marketing et en communication. Parce qu'en fait, comme je vous le dis pour Gamma ou pour tous ces outils, d'ailleurs, vous avez réutilisé Gamma pour faire vos prêts ou voir comment ça marchait et tout? Non? C'est vraiment enfin, c'est un chouette outil, hein. Enfin, je m'amuse beaucoup avec. Hem Et du coup, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous êtes, par exemple, chargé de communication, dans une grande boîte, même dans une petite finalement, hein, où que vous soyez, sauf en Alsace, du coup, il est possible que, vous puissiez utiliser largement l'IA pour vos campagnes marketing. Mais dans ces cas-là, en fait, à quoi sert un responsable de communication, un chargé de communication? Quand on sait qu'aujourd'hui, le travail principal d'un chargé de communication ou d'une chargée de communication, c'est effectivement d'appliquer la stratégie et de déployer le plan de com. Globalement, c'est ça, c'est de créer les messages, c'est de les diffuser sur le web, sur les médias sociaux, ce genre de choses. Quand vous savez que vous avez des outils qui vous permettent de le faire, à quoi sert effectivement un chargé de communication aujourd'hui? C'est ça le truc, c'est qu'en fait, oui, le chargé de communication, va avoir maintenant l'obligation de plus, s'atteler uniquement à faire de la prod, de l'opérationnel et à simplement, proposer des contenus, mais il va plus avoir comme compétence aujourd'hui de savoir gérer l'IA, notamment en sachant rédiger des prompts, notamment en sachant, utiliser les outils d'automatisation, d'augmenter, les visuels et les vidéos, par différents formats comme on l'a vu avec Ains notamment. Et dans l'absolu, le métier a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, il prodait, c'est-à-dire il produisait selon son inspiration, sa créativité et aujourd'hui, il est plus administrateur qu'autre chose, en fait.
Il y a un outil que j'aimerais pouvoir vous montrer, dont je vous ai pas parlé, mais avant de vous le montrer, je veux juste faire un test parce que je suis pas certain que ça fonctionne parce que je sais pas où j'en suis dans mes connexions. Ça s'appelle Zapier. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent ou ont entendu parler de cet outil? Non? OK. Je pense que je l'avais déjà évoqué en cours, c'est sûr. En fait, Zapier, ça vous permet, comme c'est indiqué sur le site que je vous partage là, en fait, ça vous permet exactement avec ce type de ce qu'on appelle de workflow. Un workflow, en fait, c'est juste un process. C'est étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, avec des actions à chacune des étapes. C'est facile à comprendre en vrai. Mais aujourd'hui, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si vous envoyez des mailings à des gens, ben, en fait, le workflow va servir à ça. C'est-à-dire que d'abord, vous allez avoir la première branche de la personne qui reçoit son mail. Est-ce qu'elle a cliqué? Est-ce qu'elle n'a pas cliqué? Etc. Tout ça, c'est des branches de comportement qu'on analyse et ça s'appelle du marketing digital comportemental. On analyse le comportement des gens lorsqu'ils reçoivent un mail, lorsqu'ils reçoivent une publicité, etc. Et quand on travaille sur des outils de mass mailing, c'est des outils qui sont très courants et qui sont assez ouais, qui sont disponibles un peu partout. Chez Mailchimp, chez, Mailjet, chez, Sendinblue, enfin Brevo maintenant. Voilà, vous avez vraiment tous les types d'outils. Et en fait, ce que fait Zapier, c'est juste utiliser ce système de workflow et connecter tous les outils que vous pouvez imaginer. Donc si je me log rapidement en espérant retrouver, mon compte dans un état que j'espère pas trop mal. Hop, parce que normalement il y a enfin, en gros, vous créez des apps et créer un zap, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, typiquement, je suis créateur de contenu sur YouTube. Je publie une vidéo sur YouTube et je veux que derrière, cette vidéo qui est sur YouTube soit publiée sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur la Lune, et cetera et le tout automatiquement. C'est-à-dire que j'ai absolument pas à me prendre la tête à aller, gérer mes comptes et tout et en fait, c'est ce que propose Zapier. Zapier propose effectivement de plugger différents outils. Donc, typiquement, là, ce que j'avais avant pour l'Afterwork RH, donc mon autre organisation, c'est un système d'information de paiement. Une personne arrivait sur Stripe, sur mon compte Stripe, payait et derrière, ça renvoyait les données Stripe dans Airtable. Donc Stripe, c'est mon système de paiement. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui utilisent Stripe, Deliveroo, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de boîtes qui utilisent ça. ChatGPT donc utilise Stripe, pour payer et si vous prenez un abonnement chez eux, c'est Stripe qui sort, c'est impressionnant et derrière, une fois que vous avez Stripe, bah, en fait, toutes les données qui sont enregistrées là vont être envoyées automatiquement dans un fichier qui ressemble à Excel, qui s'appelle en réalité Airtable et ça me permet de gérer mes données beaucoup plus facilement et beaucoup plus clairement et surtout, ça m'évite d'avoir toute une gestion commerciale et de suivi des adhésions de mon ancienne, asso, par exemple. Donc c'est simple, vous arrivez ici, vous faites créer un Zap et vous pouvez prendre n'importe quel outil. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez au boulot? Je sais pas moi, un outil que vous utilisez, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ça va de Facebook à ce que vous voulez. Ah et oui, et évidemment maintenant, tous ces outils intègrent de l'IA. C'est-à-dire que là, maintenant, si je demande en format écrit, en texte, quelque chose à Zapier, il va le transformer en Zap, c'est-à-dire en automatisation. Aujourd'hui, il y a même plus besoin de savoir comment faire pour connecter les outils logiquement ou de manière, cohérente. Il suffit simplement de demander: «Je veux connecter, publier plutôt, mes vidéos YouTube sur LinkedIn, heu, Facebook et X», par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais essayé l'IA sur cette automatisation. Donc voilà, il m'a fait mon Zap. C'est hallucinant. Oh, c'est brutal, hein. C'est énervé. Avant alors, pour le vieux que je suis, qui a connu un monde sans IA, ça c'était pas comme ça la vie, hein. Ne nous mentons pas. Heu, fallait que tu prennes ton cerveau, que tu te fasses un nœud, que tu réfléchisses et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, en fait, tu publies une vidéo sur c'est incroyable. Tu le demandes à l'outil qu'il te le fasse et il te le fait. Ça me sidère, vraiment. Je sais pas pour vous, peut-être que mais ça me paraît complètement fou, en fait. Quand vous regardez donc là, j'ai juste à connecter ma chaîne YouTube, hop, dire qu'il y a une prochaine vidéo qui va sortir depuis ce compte-là. Je reconnecte mon compte YouTube de Zapier à YouTube, comme je suis en train de le faire, là. Il y a un onglet qui s'affiche, je dis que c'est cette chaîne-là et c'est bon et c'est fait.
Donc voilà. Donc je suis content de pouvoir créer mes systèmes marketing avec vous en cours, c'est parfait, hein. Vous le voyez sous vos yeux ébahis. En tout cas, les miens le sont, ébahis. C'est incroyable. Là, je sais pas ce qu'il me demande. Il me demande de configurer, tout, les champs nécessaires. La chaîne c'est ah, je sais pas s'il va la prendre, mais en tout cas, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment incroyable que ça soit aussi, facile à faire. Voilà, c'est fait. Ah non. Bon, je referai ça plus tard, mais en gros, vous avez vu que c'est vraiment facile à faire. Après, je vais connecter mon compte LinkedIn, je vais connecter mon compte Facebook, Typefully pour créer un draft. Donc j'imagine que c'est un draft, version, Word ou un version texte qui me propose pour, certainement garder mon truc quelque part. Et maintenant, à chaque fois que je vais publier une vidéo YouTube, sans revenir sur Zapier, hein, j'ai pas besoin de revenir sur Zapier pour cliquer et lancer le truc, hein. Dès que je publie, c'est auto-publié partout. Et vous allez me dire: «Ouais, mais il y a parfois de grosses données qu'on doit partager entre ces différents outils, entre» vous pouvez aussi connecter, par exemple, un fichier Excel, un formulaire Google Forms, et cetera. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un, par exemple, complète votre formulaire Google Forms, ça va effectivement vous envoyer un mail, ça peut vous envoyer, un rendez-vous dans votre agenda, ça peut tout faire, en fait. Vous automatisez toute votre vie. C'est ce qui si vous avez identifié dans votre vie des tâches récurrentes et là, on est vraiment pour le coup avec Zapier sur la première version de ce qu'on appelait l'IA, qui fonctionne avec des règles. C'est le la première IA. C'est juste une automatisation. On dit à la machine: «S'il y a ça qui se passe, derrière, il y a tout un enchaînement de situations». Eh bien, par exemple, demain, vous faites un blog sur votre post non, vous faites un post sur votre blog, ça peut automatiquement l'envoyer par mail aux gens de votre liste. S'il y a quelqu'un qui s'inscrit à votre newsletter, ça peut là aussi automatiquement renvoyer, un mailing automatique ou l'inscrire dans une suite de mails. Vous pouvez absolument tout imaginer et encore une fois, le truc, c'est que, est-ce que vous avez dans votre vie des choses récurrentes? Des comment dire? Des choses récurrentes, des éléments récurrents. Vous avez tout le temps la même chose à traiter, vous avez tout le temps le même type de mail auquel vous devez répondre toujours de la même manière. En général, c'est plutôt au boulot. Bah, Zapier travaille pour vous. Je sais pas comment vous le dire. Je sais pas comment vous expliquer l'impact de ce type d'outil. Mais je trouve ça plutôt fou, en fait, de pouvoir, encore une fois, automatiser simplement et personnaliser, hem, largement, ces outils. Je trouve ça fou, tout simplement. J'aimerais bien vous montrer les différents outils qui sont proposés et vous me dites si vous en voyez que vous connaissez. Là, il parle des thèmes enfin des apps les plus que j'ai pas terminées et je cherche les plus populaires. Typiquement de Facebook à Excel, ça peut être utile aussi pour aller scraper des informations, des mails, tout ça. Je sais pas ce que c'est que ce logo. De TikTok à Excel, d'un Google Form à Slack, enfin c'est assez énervé quand même, hein. Vous voyez tous les outils qui sont représentés en fait. Calendly, Slack, Stripe, Excel, Mailchimp, HubSpot. Ouais, c'est vraiment assez impressionnant. Et en fonction de vos besoins, il va vous proposer quelque chose derrière. Le truc le plus chiant, l'outil le plus fermé parmi tous les outils qui sont proposés ici, c'est de loin LinkedIn. Parce que LinkedIn veut absolument garder la main sur l'ensemble de ses fonctionnements et c'est très compliqué de faire des trucs personnalisés un peu, exotiques avec, Zapier. Typiquement, tu peux pas aller publier dans des groupes. Tu peux pas, enfin automatiquement aller publier dans les groupes. Ça serait la vie. Parce qu'en gros, tu fais une publication sur LinkedIn et derrière, tu vas shooter tous les groupes de la plateforme dans lesquels tu es. Et là, pour le coup, tu as vraiment du mass mailing en masse. Et du coup, LinkedIn, pas pour des raisons de gestion, je pense, même pour des raisons enfin pour éviter de pourrir la plateforme, ont largement fermé LinkedIn, quoi. C'est les accès, les fonctionnements, les API, ce qu'on appelle les API, donc les connecteurs sont vraiment limités, quoi. Et derrière, si vous voulez donc vous intéresser justement à ces sujets, vous avez la possibilité de créer du leads avec, ces systèmes-là, faire des systèmes de vente automatisés, faire des campagnes de marketing, faire aussi du support pour vos clients. C'est-à-dire que lorsque, effectivement, vous voulez, répondre automatiquement à des demandes qu'il pourrait y avoir, ça marche très bien. Gérer de la donnée aussi en masse, c'est très bien et la gestion de projet également. Donc quand vous voyez ça, vous voyez, vous intuitez assez fort que c'est un outil qui est extrêmement puissant quand vous savez vous en servir. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est des outils qui vous permettent de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et quand je vois qu'aujourd'hui, pour régler tes apps, tu as juste besoin d'écrire 3 phrases, honnêtement, c'est bluffant. C'est assez sidérant. Je l'avais jamais vu, j'avais jamais utilisé, Zapier, depuis la démocratisation de ChatGPT dans tous les outils et franchement, je trouve ça fou. Pour ceux qui aiment bien,
Oui, si, il y a des gens qui aiment bien, donc on sait jamais. Il y a des gens bizarres partout, hein? Bon. Pour ceux qui aiment bien, vous avez accès en fait, tout le monde a accès à ça, hein. Si à partir du moment où vous avez une Gmail, vous avez accès à cet outil et c'est là aussi gratuit. C'est ça qui est assez, bluffant, c'est que quand on sait que tout ça est gratuit, mis à disposition gratuitement, que si vous voulez la full version plus premium, machin chose, c'est quelques dizaines d'euros, quoi. Enfin, c'est moi, je trouve ça assez fou, quoi. Mais, je crois que même Looker Studio, c'est gratuit, gratuit. Enfin bref. Donc, en fait, sur Looker Studio, c'est quoi le principe? Pour ceux qui ne connaissent pas le terme BI. La BI, c'est ce qu'on appelle la business intelligence, OK? C'est la faculté à vous servir des données d'une entreprise, d'un service, d'un produit pour les transformer en ce qu'on appelle pour transformer ces données en informations et que ces informations se transforment en outils d'aide à la décision. Ces 3 étapes sont absolument cruciales. Parce que de la donnée brute ne sert strictement à rien, du tout. Vous avez juste des données, ça ne sert à rien. Pour transformer ces données brutes, ce qu'on a appelé pendant très longtemps avec un terme qui était à la mode il y a 5 ans, la big data. C'était le gros truc, attention la big data arrive blablabla. Mais en fait, cette big data, cette grosse donnée, c'était que des informations et c'était que de la donnée et pour transformer ces données en informations, il a fallu utiliser des outils et ces outils, c'est clairement les outils de business intelligence, donc ce qu'on appelle couramment dans le langage les outils de BI. Comme je l'ai énoncé juste avant avec Camille, il y en a 3. Il y a Power BI, il y a Tableau Plus et il y a Looker Studio. Power BI, c'est l'outil proposé par Microsoft, OK? Et vous avez en fait pas un logiciel, mais 3. Il y a une version mobile, une version ordinateur et une version navigateur. Looker Studio qui fonctionne très, très bien. Pourquoi je vous dis que ça OK. fonctionne très bien? Après, encore une fois, il faut avoir l'intérêt de le faire, mais à un moment, je vous l'ai dit, où j'avais des abonnés, donc des gens qui étaient répartis géographiquement partout sur le globe et je voulais savoir où ils étaient. Donc du coup, j'ai pris un fichier, avec les adresses dedans, je l'ai transformé en coordonnées GPS et ces coordonnées GPS, je les ai chargées directement dans Looker Studio et Looker Studio m'a créé une carte avec l'ensemble des adhérents de l'Afterwork RH partout dans le monde. Ce qui reste quand même vachement pratique, honnêtement. Parce qu'en 2 secondes, j'avais une carte du monde interactive, évidemment. Vous pouvez aussi le faire directement avec My Map de Google. C'est comme Google Maps, mais sauf que c'est votre carte et vous pouvez gérer tout ce que vous voulez sur la carte. Vous pouvez indiquer où sont vos amis, où est-ce que vous êtes allé, où est-ce que vous voudriez aller, etc., etc. C'est vraiment fou ce qu'ils ont fait. Si je reviens à Looker Studio une seconde. Là, en fait, vous avez plusieurs choses qui sont proposées. Vous avez des rapports qui sont proposés déjà par Google. Vous avez des sources de données que vous pouvez charger directement dans Looker Studio et vous avez des explorateurs de données qui vous permettent de créer un rapport vierge notamment. Donc, si je pars sur les rapports qui sont déjà tout faits par Google, je vais aller sur la galerie de modèles, juste là. Et sur la galerie de modèles, vous avez des rapports déjà tout faits, notamment pour Google Analytics. Google Analytics, c'est l'outil qui vous permet de mesurer le trafic qu'il y a sur un site internet. Quand je dis mesurer le trafic qu'il y a sur un site internet, quand vous avez un site qui s'appelle Amazon ou Nike ou ce genre de choses, vous vous rendez compte que la mesure du trafic vaut des millions d'euros, pour pas dire des milliards. Parce que en fait, ce trafic-là est associé à du chiffre d'affaires. En fait, on est vraiment en plein cœur, parce que là, c'est vrai que je voulais, comment dire? Faire un zoom sur l'aspect IA, dans le marketing et la communication parce que ça me paraît important. Mais, il y a des enjeux business et commerciaux énormes derrière ce qu'on se raconte. Donc, il faut être en mesure d'être capable de savoir où sont les données, comment ça sort et comment je peux récupérer ces données. Et là, typiquement, je peux, par exemple, regarder quel est l'engagement sur Classroom automatiquement. Ah donc depuis l'outil que vous avez, vous, chez, Gemma, je clique ici, je peux créer mon rapport. Données sur la population mondiale, les performances des annonces télévision lors des jeux olympiques, par exemple. Vous avez aussi un rapport YouTube. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots ou pas? Et si je clique sur le rapport YouTube, vous avez la possibilité d'afficher vos données de manière ultra synthétique directement pour la chaîne que vous voulez. Vous avez vu que j'avais beaucoup, beaucoup de chaînes et j'ai besoin parfois de les comparer, de regarder des données et cetera. Bah, en fait, quand vous regardez là, vous cliquez sur les chaînes que vous gérez, vous prenez celle qui vous intéresse, la période qui vous intéresse et vous utilisez vos propres données. Et Google va créer automatiquement un rapport. Oui, c'est énervé. C'est fou, c'est fou. Tout ça est gratuit. Je Aucune modification de connexion. OK, continuez. Tac, voilà. Tout ça est gratuit.
Non, si, c'est bon, ça marche, hein. Non, non, Ah oui. voilà. Oui, c'est gentil. Et donc du coup, vous avez en 2 secondes un rapport qui vous permet de voir vos propres données de votre chaîne directement affichées en direct, en fait. Donc vous avez le nombre de vues, le nombre d'heures, visionnées au total, le nombre de partages, la durée moyenne, le classement de vos vidéos, machin et cetera, en direct. Enfin, encore une fois, quand vous comprenez ce que je vous raconte, normalement, vous avez une fracture de l'œil, vous convulsez, vous dites: «Mais c'est gratuit?» «Oui, c'est gratuit». Je sais pas, si demain il y a quelqu'un qui vient vous voir en vous disant: «J'ai besoin que tu analyses, toutes les données géographiques de nos clients», vous pouvez le faire. Si demain vous vous dites, j'en sais rien moi, c'est pour ça que j'aime bien avoir vos problématiques business en direct parce qu'en général ça me permet vraiment d'adapter et c'est vraiment fou honnêtement. Donc voilà, ce type d'outil que aujourd'hui les chargés de communication vont être amenés à gérer. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, lorsque vous gérez ce type de données, en 2024, vous allez beaucoup plus enfin, aujourd'hui, lorsque vous êtes chargé de communication, vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur l'opérationnel, ne plus être simplement là pour à produire, mais au contraire, être en mesure de prendre de la hauteur sur ce que vous faites. Vous allez laisser l'IA automatiser les tâches qui doivent être automatisées, c'est-à-dire que si vous publiez sur Facebook pour publier sur toutes vos plateformes grâce à Zapier, tant mieux, vous gagnez du temps. Mais derrière, ça va vous libérer du temps justement pour vous atteler à autre chose, notamment l'utilisation des IA, mais aussi pour comprendre l'impact de ce que vous faites. Bah, typiquement, avec ce type d'outil comme celui que je suis en train de vous montrer sur Studio, bah, en fait, je vois que la première vidéo, c'est celle qui marche. Et en dessous, je vois les différents classements et comment ça fonctionne. Je trouve ça, entre nous, complètement fou. Si je retourne sur Looker Studio pour vous montrer d'autres données qui peuvent être marrantes aussi. Est-ce qu'il y a des données que vous avez besoin d'analyser? Je ne sais pas ce que ça pourrait être. Mmh, je sais pas si je peux faire ça. Ou l'analyse de la population mondiale, ça peut être marrant aussi. Tac, voilà, tac, c'est bon, voilà. Ah, il a pas pris OK, d'accord, il faut que je lui charge des données. Bon, tant pis. Je pensais qu'il allait afficher des données déjà préchargées, mais en fait non, tant pis. Il y a des choses comme ça. Si ça vous intéresse effectivement et que vous voulez installer ce genre d'outils chez vous, il y a des fichiers qui existent déjà dans lesquels des fichiers tests dans lesquels vous pouvez charger des données et qui vous permettent notamment de jouer avec ces outils-là et encore une fois, c'est gratuit. En gros, ce que je vous explique là, c'est ce que vous entendez en toile de fond, c'est que possiblement vous pouvez créer, développer, gérer, administrer un business avec des outils principalement gratuits et disponibles sur le web. Si vous comprenez ça, tout ce qu'il vous faut derrière, c'est une idée. Hem, L'idée maintenant, c'est et ce que je vous dis là, en fait, typiquement, j'étais en train de relire l'étude de cas de General Electric. En fait, General Electric a utilisé, l'intelligence artificielle générative pour créer des articles de blog, faire des publications sur les médias sociaux et des bulletins internes. Moralité, ce qui s'est passé en utilisant l'IA, ils ont gagné 2 fois, enfin 2 fois plus de productivité. C'est-à-dire que le temps de production a été divisé par 2. Là où ils avaient besoin d'une journée pour produire et diffuser, ils ont plus besoin qu'une demi-journée. C'est pour ça que, ce que je disais hier, la Goldman Sachs a prévu une, destruction de 300 millions d'emplois sur, la période qui vient et ça, à mon avis, ça devient un de véritables enjeux parce que savoir gérer ChatGPT, même s'il y a que 20 de la population qui l'utilise, c'est les 20 bons pourcents de la population. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont intérêt à l'utiliser. C'est ça que je veux dire. Ce sont des gens qui produisent des communications marketing, des vidéos, des images, et cetera, et qui ont besoin justement de gagner du temps. Et si on fait gagner du temps à ces gens-là, on peut facilement intuiter qu'il y aura plus de publications, plus qualitatives et plus impactantes. Donc ça, c'est quand même un gros point. Et si c'est un sujet qui vous intéresse et pour lequel vous avez une appétence, aujourd'hui avec le web, vous avez la possibilité d'accéder à des informations ultra qualitatives qui vous permettent effectivement avec des outils gratuits ou pour quelques dizaines d'euros, de travailler comme un professionnel.
Ça, c'est bluffant. Ça, c'est fou, je trouve. Et aujourd'hui, en fait, les compétences qui seront demandées, comme je vous le disais tout à l'heure, à ces chargés de communication, c'est bien sûr de maîtriser les outils, évidemment, la capacité à analyser, le résultat des campagnes et à ajuster les contenus en fonction de ce qui va se passer. Exactement ce qu'on a vu dans les cas d'usage, notamment d'Adidas, mais c'est aussi pour ça que je vous ai montré Looker Studio. Parce que Looker Studio, c'est vraiment la cerise sur le pompon. Et après, évidemment, derrière, même une chargée de communication qui n'a normalement pas en charge la stratégie devra se poser des questions sur l'orientation stratégique de sa communication. Parce que ça sera, à mon avis, quelque chose qui sera de plus en plus demandé. Et pour les responsables marketing, on est sensiblement sur les mêmes évolutions. C'est-à-dire que, on demandera principalement à des responsables marketing de savoir rédiger des prompts efficaces. Et encore une fois, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez compris comme ça hier, mais quand vous demandez à ChatGPT de rédiger pour lui-même le meilleur prompt qui soit, il y a rien qui peut possiblement l'arrêter à ce moment-là. Vous vous rendez compte? Vous demandez à une machine qu'elle vous donne les instructions pour la machine. C'est comme si, quand vous déballiez votre lave-vaisselle ou votre frigo, vous demandiez au frigo en question qu'il vous sorte une notice pour lui-même. Enfin, c'est ça dont il s'agit. Je veux bien effectivement, mon exemple est un peu alambiqué avec le frigo, mais c'est l'idée, quoi. Et aussi, ce que ça va demander, on l'a tous connu, il y a une accélération de l'instantanéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'habitude, lorsqu'on fait quelque chose, d'avoir une réponse immédiatement. Typiquement, je paye mes impôts en un clic et je sais qu'en un clic, mes impôts sont payés. J'ai besoin d'une information, j'arrive Marine. J'ai besoin d'une information et automatiquement, j'ai l'info. Et ben, ce sentiment d'instantanéité va obliger les responsables marketing et les entreprises à proposer des promotions, des communications, comme l'a fait Adidas, dans les magasins, en direct. Et ce côté direct, ce côté immédiat, ça permet juste à la marque de s'assurer que la personne qui est dans le magasin va effectivement payer. Et c'est ça qui est fou. Donc du coup, en fait, effectivement, le responsable marketing, tout comme la chargée de communication, ce sont 2 métiers qui vont devoir prendre de la hauteur sur ce qu'ils faisaient jusque-là. Prendre de la hauteur, ça nécessite pour le responsable market notamment, d'avoir la faculté d'analyser les données et les segments proposés par l'IA. Parce que comme on se l'est dit et comme on se le dit depuis 2 jours, en fait, l'IA fait des choses très bien quand on sait quoi lui demander et comment la gérer. C'est-à-dire que si demain vous n'êtes pas un professionnel du marketing, que vous débarquez dans la société que j'ai formée comme Rossignol par exemple ou machin et vous dites par exemple: «Bah, c'est ça qu'il faut faire pour demain». Si vous n'avez pas une véritable expérience métier, une expérience du secteur, bah, c'est très difficile de savoir si ce que propose l'IA, c'est pertinent ou pas. C'est ça le truc. C'est que c'est parce que vous connaissez votre métier, parce que vous êtes expert, parce que vous êtes bon, que vous gagnez beaucoup de temps avec l'IA. Mais si vous êtes un newbie qui essayait de prétendre être un directeur marketing et vous avez jamais entendu parler des 4P, vous allez aller sur ChatGPT, lui demander des trucs qu'il va produire et vous serez incapable de savoir si c'est bon ou pas, si c'est pertinent ou pas. Donc, même si l'IA est un super assistant, bac+8, que c'est aussi puissant que l'électricité dans son usage, on peut tout en faire, et ben, malgré ça, ça nécessite quand même des compétences. C'est pour ça que quand je vois beaucoup d'étudiants se jeter sur ChatGPT comme la peste sur le vieux monde, quand je demande de faire un devoir, ça m'inquiète. Parce que encore une fois, si vous aviez les compétences et que vous gagnez du temps avec ChatGPT, il y aurait pas de problème. Mais là, c'est pas le cas. Là, vous êtes justement en phase d'apprentissage et c'est justement pour vous que l'IA m'inquiète. C'est-à-dire que c'est quand on est en phase d'apprentissage qu'on va vouloir avoir le résultat tout de suite sans chercher à apprendre. Et c'est pour ça que vous pouvez demander à ChatGPT qu'il vous apprenne des trucs. C'est-à-dire que si demain vous voulez apprendre l'anglais, si demain vous voulez, comprendre la règle par 3, si demain vous voulez apprendre les schémas de Jeffrey Young, au hasard, vous devez lui demander comme ça. C'est-à-dire que vous devez lui demander qu'il vous apprenne quelque chose et qu'il crée une méthode pour vous. Et vous pouvez demander ça à ChatGPT. Vous pouvez lui dire, par exemple: «En fonction de ce que tu connais de moi», si vous avez un usage, quotidien avec ChatGPT, «En fonction de ce que tu connais de moi, crée-moi un programme d'apprentissage le plus pertinent possible pour savoir, mettre en avant des produits ou savoir gérer Power BI ou savoir, machin». Et plus c'est technique, technique comme un logiciel, technique comme LinkedIn, technique, plus c'est facile pour l'IA. Ce qui va être compliqué à comprendre, c'est la subtilité des informations plus liées au comportemental. C'est-à-dire que si demain vous demandez à ChatGPT de vous apprendre à devenir un manager, il est possible que vous ayez des grands principes fondateurs du management, mais que ChatGPT ne vous apprenne jamais à poser votre main sur l'épaule d'un collaborateur qui va pas bien, par exemple. Forcément.
Parce qu'il y a une part d'humain, de relationnel, d'émotion, de conscience que ChatGPT ou n'importe quelle IA générative ne maîtrise pas encore. Ou en tout cas pas à des fins d'apprentissage ou qualitatives, vraiment. Donc voilà, à ce titre-là, faut faire gaffe, mais voilà. Et en fait, aujourd'hui, un responsable ou un directeur marketing qui ne comprend pas le principe de l'automatisation n'est pas directeur marketing, soyons clairs. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, l'automatisation, c'était quelque chose de balbutiant qui venait juste d'arriver et seules des solutions comme Salesforce le proposaient. Aujourd'hui, n'importe quel newbie, qui a un clavier peut créer une automatisation. Avec Zapier, avec Mailchimp, avec Sendinblue, le tout avec des programmes gratuits. Vous pouvez utiliser des outils de mailing, là tout de suite pour vous, pour votre asso, pour vos projets, pour ce que vous voulez, gratuitement. C'est ça le truc. C'est encore faut-il savoir gérer ces outils, les bases et savoir où vous allez. Mais c'est pour ça que je vous demande souvent si vous avez des problématiques, réelles, tangibles, des trucs un peu concrets, parce que c'est ça qui va rendre et le cours et l'utilisation de ces outils pertinents. Attendez, hop, je vais fermer la porte, j'arrive. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et il y avait un cas d'usage que je voulais vous donner aussi qui était, L'Oréal a intégré, l'IA dans la personnalisation et l'automatisation des campagnes digitales et avec des recommandations de produits sur les plateformes en ligne et ça fonctionne très bien puisque là aussi, il y a une augmentation de 50 non pas des taux de clics, mais des conversions. C'est-à-dire qu'entre la personne qui arrive sur le web et qui regarde un produit et qui va effectivement valider son panier, il y a une augmentation de 50. Donc c'est plus qu'Adidas tout à l'heure avec le taux de clic, c'est encore plus important et en fait, ce qu'il faut voir, c'est une notion qui existe depuis longtemps, en fait. J'avais lu ça sur, le blog, qui s'appelle Think with Google. Vraiment, allez voir ce blog-là, il est fou, si vous aimez le market, évidemment. C'est, le blog de R&D de Google, en marketing communication. Ça se pose là. Honnêtement, je vous avais dit la dernière fois, HBR. Pour tout ce qui est, management et RH, allez-y franchement. Pour tout ce qui est, digital, Think with Google, c'est quand même du lourd. Et en fait, sur ce blog-là, j'avais découvert que il y a ce qu'on appelle le zero moment of truth. Donc désolé pour les anglicismes à tout bout de champ, mais globalement, quand on parle marketing, communication, IA, c'est difficile de faire différemment. Zero moment of truth, c'est le zéro moment de vérité. C'est très compliqué à comprendre comme ça. Grâce, je te voyais attentive à la définition. J'explique. En fait, le point, c'est que, vous êtes sur votre téléphone portable dans le métro et vous voyez la paire de chaussures. Trop belle et tout ça, tout ça. Comme vous: «Ah, elle est trop belle, machin», comme d'hab, OK? Vous arrivez sur votre panier, vous allez cliquer pour acheter, mais à ce moment-là, les portes du métro s'ouvrent et vous devez descendre. Vous mettez votre téléphone dans la poche et la prochaine fois que vous le sortez, c'est quelqu'un qui vous appelle et vous appelez complètement ce que vous avez fait. Là, l'entreprise qui voulait vous vendre des chaussures a une perte monumentale parce que le moment de l'achat, le moment crucial où vous validez votre panier n'a pas été validé. C'est le zéro moment de vérité. C'est-à-dire que blanc. Comment on arrive à trouver ce moment? Comment on sait que cette personne-là est encline à acheter à ce moment-là, en cliquant sur ce truc-là, à ce moment-là? Et bah, si vous avez la réponse à cette question, vous avez le futur du marketing dans la poche. Au sens où, hem, si vous savez que la personne est en train de cliquer valide, machin, il faut largement, travailler ce déclencheur et ce moment-là, parce que c'est ça qui va faire que l'entreprise va gagner des ronds, effectivement. C'est ça que permet l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire que, notamment avec le cas de L'Oréal, quand on arrive à faire des recommandations personnalisées, c'est pas qu'on laisse pas le choix à la personne d'acheter, mais c'est tellement exceptionnel, c'est tellement ce que je veux là, tout de suite, là, maintenant, ça me correspond tellement, c'est tellement pensé pour moi que j'achète. Et là, l'entreprise a gagné. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que ces concepts market existaient déjà avant, mais là, c'est encore plus énorme, c'est encore plus augmenté quelque part. Et c'est ça, en fait, qui donne une nouvelle dimension au marketing et à la communication par l'IA. C'est vraiment la faculté que les entreprises ont à agir sur l'instant présent, en temps réel. Et c'est aussi pour ça que ça demande tellement de calculs et tellement de calculateurs pour savoir ce que la personne qui est dans le magasin à ce moment-là va effectivement acheter ou sur son téléphone portable, même chose. Parce qu'il faut calculer que la personne soit effectivement là. Il y avait aussi un système qui s'appelait les beacons. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous vous baladiez, dans Paris régulièrement, vous voyez
Je veux dire des débiles, mais il faut peut-être pas dire ça, surtout que je suis enregistré, mais il y avait des gens qui se baladaient avec des énormes trucs dans le dos, là, super hauts, avec des drapeaux, genre des fanions, des flammes, etc., des petites lumières, etc., ou des ballons avec marqué «Allumez votre Bluetooth». Vous l'avez jamais vu ça? Ou dans les magasins ou quoi, vous avez jamais vu de panneau avec marqué non? Vraiment? Alors pour le coup, c'est vachement courant. Enfin, en tout cas, c'est des trucs que j'ai vu beaucoup et notamment Gare de Lyon, Gare du Nord, ça c'est sûr, je les ai vus il y a moins de 3 ans. À La Défense aussi, c'est ridicule. Tu sais, tu les vois tout en habillés en costume avec des couleurs de partout pour qu'on les voit, pour que tu allumes effectivement ton Bluetooth. Parce que si tu passes à côté du Gugus ou si tu rentres dans un magasin avec le Bluetooth allumé, automatiquement, le magasin ou le Gugus avec sa flamme derrière là va vous envoyer une notification pour vous indiquer que dans tel rayon à tel truc, il y a une promotion et la promotion que vous voulez. Vous l'avez jamais entendu ça? Vous l'avez jamais vu? Les beacons? Ça marche vraiment fort, vraiment. Et ça augmente les ventes aussi. J'ai plus les chiffres en tête exactement, mais l'augmentation des ventes suite à des opérations promotionnelles en direct dans les magasins via les beacons, ça marche vraiment bien. Ça m'étonne que vous connaissiez pas. Mmh. Donc le beacon, là, il y a une explication sur ce qu'est comment dire? Le beacon, donc c'est un boîtier qui permet d'envoyer des notifications via Bluetooth. Gna gna gna. C'est une balise en français, beacon, je savais pas. Gna. Je cherche des cas d'usage. Il y a pas. C'est naze. Bon, tout ça pour vous dire que ça a bien fonctionné. Il faudrait que je prenne le temps de regarder effectivement en détail. Mais effectivement, les beacons marchent vraiment bien et même si chez Sephora, je sais que Sephora, c'est sûr, ils l'ont fait. Donc tout ça, c'est vraiment enfin des technologies qui sont utilisées, qui sont proposées. Après, je pense que si ça n'a pas été plus démocratisé que ça, c'est que soit que c'est balbutiant, soit que les gens ne sont pas encore au courant ou alors qu'ils peuvent aussi trouver ça parfaitement intrusif. Parce que si vous avez activé votre Bluetooth et que vous n'avez pas vu Gugus à côté de vous ou vous êtes rentré dans un magasin et que vous recevez sur votre téléphone des notifications, ça peut être considéré comme ultra intrusif, comme méthode. Prendre en compte aussi le fait que, il est possible de faire du marketing par SMS, mais que globalement les consommateurs ont horreur de ça. Forcément. Et à moins que vous vendiez, de la formation à travers le compte personnel de formation, globalement, je vous invite vraiment à ne pas utiliser le SMS dans le cadre de vos campagnes marketing. Parce qu'effectivement, c'est quand même, à mon avis, somme toute assez intrusif et plutôt malvenu. Et en plus, je pense que les beacons fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé explicitement à la personne si elle voulait effectivement recevoir, une notification, une offre promotionnelle, alors qu'elle est tranquille en train de faire ses courses dans le magasin. Donc on lui avait pas demandé, nécessairement, voilà, son avis. Le community manager va lui aussi largement réutiliser ou utiliser l'IA pour son métier, notamment dans le cadre de On voit plus la l'automatisation des presse, réponses. si jamais. Je sais pas si c'est Excuse-moi, normal. Camille? On voit plus la présentation si jamais, je sais pas si c'est normal. Oups, désolé. Et bien vu, merci pour ça. Voilà. En fait, ouais, ce que je vous disais donc, c'était que, même le community manager va devoir effectivement lui aussi adapter largement son fonctionnement ou le fonctionnement qu'il avait jusque-là. Pourquoi? Parce que, hem, typiquement, le système de réponse qui est amené peut être lui aussi automatisé. C'est-à-dire que si vous allez sur ChatGPT, comme je vous l'ai expliqué hier, que vous installez le plugin sur WordPress, il peut aussi faire des réponses automatisées. Donc ça, c'est les outils largement utilisables et par des responsables marketing et par des community managers. Mais quand bien même, ils reçoivent par exemple, je sais pas moi, des demandes, je sais pas, vous écrivez au CM de Netflix pour savoir quand est-ce que votre prochaine série, préférée, va sortir ou quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire grève comme on se le disait hier ou quand est-ce qu'on aura des séries plutôt correctes sur Netflix. Parce que pour le coup, c'est plutôt chiant en ce moment, comme on se l'est dit. Ben, le community manager de Netflix peut utiliser ChatGPT pour générer des réponses beaucoup plus rapidement que ce qu'il fait jusque-là, beaucoup plus qualitatives et répondre en direct par des messages privés. Il est aussi possible notamment d'automatiser des réponses, via des discussions. Je sais pas si vous voyez OVH, à quoi ça correspond?
OVH, c'est l'outil que j'ai utilisé la dernière fois pour montrer à Sandrine comment créer un site WordPress. Là où vous achetez votre nom de domaine, votre serveur, etc. etc. OVH, en fait, va utiliser principalement X comme support, comme plateforme de support. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas premium chez OVH et que vous ne payez pas 1 000 € par mois pour avoir un Gugus dédié à vos activités et à la résolution de vos problèmes, bah, si vous avez un fonctionnement classique, vous passez par X. Et en général, quand mes sites ont planté, avant de contacter le support d'OVH, je vais sur X pour voir si d'autres personnes n'ont pas eu le même problème que moi. Parce qu'en général, il y a un site qui plante, il y en a beaucoup qui plantent, et tout le monde va sur X pour effectivement, en général, alpaguer le community manager d'OVH. D'ailleurs, lui, il doit passer des journées que je souhaite à personne entre nous. Mais l'ensemble du support et de la réponse au support se passe là, en fait. C'est-à-dire que sur X, il va vous demander, avant de continuer à échanger avec vous, et vos identifiants et vos mots de passe, pour savoir si vous êtes effectivement la personne que vous prétendez être, et de résoudre et de vous amener une réponse via X. Ce qui fait que si vous êtes OVH demain, vous pouvez largement, en tant que community manager, plugger Zapier sur X et proposer des réponses automatiques en fonction de ce qu'on vous demande, en fonction des messages qui vous sont envoyés, renvoyer le message 1, le message 2, le message 3 directement dans X. Et autrement dit, là, vous avez automatisé votre relation client et les échanges que vous avez avec vos consommateurs. Au moins pour les premiers messages, en fait. Au moins pour les premières réponses. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous écrit en disant j'ai un problème avec mon site, bah, le message qu'on va envoyer à tout le monde, c'est merci de m'envoyer vos identifiants, machin, etc. J'aime bien mes vidéos. Franchement, mes vidéos, elles sont cool et tout. Je suis assez content, machin. Mais j'ai besoin d'améliorer le montage. Donc, j'avais besoin d'un monteur de vidéos. OK ? Ça, c'était hier. Et en fait, je suis allé sur un site qui s'appelle Fiverr. Vous voyez à quoi ça correspond ou pas? Si demain, vous avez besoin d'à peu près tout et n'importe quoi, un monteur vidéo, un speaker, un développeur pour votre site web, ce que vous voulez, vous allez sur Fiverr. Fiverr, exactement, l'écriture, pour si ça peut t'aider. F-I-V-E-R à la fin. VR à la fin. Fiverr, attends, bon. Voilà, tac. Voilà. Fiverr, ça s'écrit comme sur le logo qui est indiqué sur ma presse. Et en fait, lorsque vous allez sur Fiverr, vous pouvez vous connecter. Et ce que j'ai bien aimé chez une personne à qui j'ai demandé ses tarifs et ses conditions pour faire du montage, en fait, automatiquement, elle m'a renvoyé une demande que j'ai trouvée vraiment bien foutue. Efficace, en fait, vraiment efficace. Et tu sens que la nana, elle bosse et qu'elle n'a pas le temps. Je lui envoie un mail en lui demandant Hello Fatima, je suis content d'avoir trouvé ton profil. J'ai une vidéo à monter en français de 5 minutes. Est-ce que ça peut t'intéresser? Et automatiquement, je sais que c'est pas elle qui a écrit le message. Elle me dit merci de m'avoir contacté. Ça, c'est un autre message autogénéré. Je reviens vers toi rapidement. Donc, elle est vraiment quali. Et derrière, elle me demande de lui envoyer mon projet via un lien Drive. La deadline. Et elle m'indique que est-ce que c'est OK pour moi si elle prod dans 24 heures. Vous sentez l'efficacité, d'ailleurs, ce que je lui ai dit derrière. Je lui ai dit, ton message est vraiment efficace. Et en fait, elle m'explique que, désolé, elle ne comprend pas le français, mais elle revient après, en fait. Quand vous avez ce type de gestion, vous vous rendez compte que c'est des outils qui sont particulièrement efficaces quand vous avez un business. Là, on parle de Fiverr, mais il existe exactement la même chose pour... Et d'ailleurs, je n'avais pas vu qu'elle était au Pakistan, en fait. Ok. Vive le web. Vous avez la même chose sur LinkedIn. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est payant. Il faut payer la licence à 44 € par mois. Mais vous avez la possibilité d'automatiser vos messages exactement de la même manière. Quelqu'un vous contacte, automatiquement, vous lui dites merci de prendre rendez-vous sur Calendly, merci de prendre rendez-vous sur je ne sais pas quel outil. Calendly, c'est un outil de prise de rendez-vous en ligne qui cartonne, vraiment. Et c'est gratuit là aussi encore. Donc, quand je vous dis tout ça, en fait, partez d'un problème que vous avez. Et dites-vous qu'il y aura forcément une solution qui sera quasi gratuite ou en arrivage prochainement qui vous permettra de faire ce que vous voulez. Ça, c'est fou, je trouve. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Typiquement, Netflix a utilisé l'IA pour analyser les conversions sur les réseaux sociaux afin d'adapter son contenu en fonction des goûts et des préférences des utilisateurs. L'IA va également contribuer à automatiser certaines interactions sur Twitter et Instagram. Par exemple. C'est ce que je vous disais en fait pour OVH et j'avais oublié que Netflix le faisait aussi sur Insta et sur X aussi. Et ça renforce évidemment la proximité avec la marque, avec les échanges, etc. nécessairement. Et aujourd'hui,
le CM va avoir besoin de compétences de type supervision d'IA conversationnelle notamment, en gérant des chatbots, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et la créativité, en fait, va être assistée par, l'IA aussi, tout comme sa capacité d'analyse et des tendances en ligne. Donc, ce que je crains un peu avec ça, c'est que ça, police les échanges qu'il y a sur, les médias sociaux. Parce qu'encore une fois, est-ce que vous êtes allés voir les 30 perles des community managers? Si vous n'y êtes pas allés, on y va. Non? OK. Hop. Franchement, il faut le voir ça. En plus j'ai envie de rire et c'est vraiment drôle. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait marrer. Tac, hop, je vais aller sur d'autres aussi que j'ai jamais vus. Ah, ils en ont fait un bouquin? C'est des tueurs. Tac, gna gna et ça, OK. Là, je sais que c'est du lourd. Là, par exemple. Il y en a certaines que je préfère pas énoncer. Vous avez mon partage, j'ai envie de vous dire, c'est aussi bien. Donc je suis sur Topito. C'est la sélection des meilleurs, voilà, punchlines de CM. Voilà. J'avance un peu, hein, vous me dites après, mais il y a des CM que je connais pas forcément. Bon, des fois, c'est ah oui, ça, c'est génial. Enfin, vraiment, c'est génial. Il y a un monsieur qui demande à Nvidia. Donc Nvidia, il fabrique des cartes graphiques et des cartes pour l'IA. Et il dit qu'il a un problème, un souci technique et à qui il doit s'adresser. Et Nvidia lui dit: «Bah, tout dépend du problème». Il lui explique et Nvidia dit: «Bah, écoute, contacte Microsoft, c'est pas à nous qu'il faut voir, c'est Microsoft». Et Microsoft répond: «Est-ce que vous pouvez me donner les détails?» Et à la fin, ils répondent: «Bah, allez voir, je vous invite à contacter Nvidia». Donc là, vous avez des échanges entre CM qui se comprennent pas et qui se renvoient la balle. Donc c'est assez marrant de voir comment, Microsoft est à la ramasse. Soyons clairs. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, c'était à eux de régler le problème. Bref. Ça non, ça je peux pas, le dire à l'oral pour des raisons, de retranscription évidentes. Là, ça commence là, sur, Will Smith. Donc voilà, c'est important de prioriser sur le net. Savoir ce qu'on veut et c'est ça la qualité d'un CM. Être en mesure de prendre en compte les demandes, effectivement de ses internautes et être capable voilà. Voilà donc c'est, une nana qui est pas contente de sa livraison par, AliExpress, qui dit: «Merci AliExpress, super discret vos envois». «Avec plaisir, profitez bien de votre lampe de chevet». Voilà. Non, c'est vrai que c'est, ouais, bref. Après c'est vous, voilà, pareil le gouvernement qui balance un code secret et l'armée qui répond pareil. Decathlon qui dit: «N'oublie pas ma tante». Voilà. Ouais, il y a des gens qui n'ont que ça à faire et pire que ça, ils sont payés pour ça parce que c'est pas de la connerie gratuite. Ils sont payés, c'est leur métier. C'est génial quand même. Non, ouais, non, ça c'est voilà. Il y a un monsieur qui dit: «Comment faites-vous pour reconnaître les Français à l'étranger?» et il y a Decathlon qui répond. Et c'est tellement vrai. Quand vous partez à l'étranger, vous savez que c'est vrai. Quand vous voyez des gens avec du quechua, vous savez que c'est des Français, c'est sûr. Voilà, il y a un monsieur qui réclame, FIFA 2023 et tu as quand même EA France, donc truc officiel qui lui répond: «Tu veux pas 98 plutôt?» Bref. Voilà, c'est quand même enfin, vous vous rendez compte qu'il y a quand même 2 ou 3 petites choses. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est l'ultime de ce dont je vous ai déjà parlé. Voilà, c'est quand même assez lourd. Là, quand je vous dis que, il y a des choses intéressantes, ça, en fait, l'IA ne peut pas le faire. Je veux être clair. C'est-à-dire que cette faculté de répartie, c'est ça, c'est de la répartie, c'est de l'intelligence situationnelle, de l'intelligence contextuelle. Une IA ne sera jamais capable de ça. L'IA est déjà quand même capable d'analyser en direct, notamment, les réactions des utilisateurs dans les magasins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des caméras aussi maintenant dans les rayons et en fonction de la tête que vous faites, les produits sont mis en avant ou déréférencés ou on augmente les prix ou on baisse les prix, hein. En fonction de la tête que vous faites devant un rayon, on va adapter les prix et les produits. Si vous arrivez devant votre, rayon de shampoing préféré et vous faites: «Non», il y a des caméras qui vous voient et qui analysent votre expression de visage, hein.
C'est plus des cas d'usage, ça existe vraiment. Donc voilà. Ce qu'on peut trouver notamment sur internet. Donc si vous voulez briller en soirée, Topito, les perles des community managers, franchement, c'est du lourd. Il y en a qui sont quand même plus que d'autres, mais voilà. Ça, c'était le cas d'usage que j'avais prévu pour mon truc dans un atelier. Discussion sur les défis et les opportunités associées à l'utilisation de l'IA générative en marketing et en communication. Vous pouvez me donner des éléments sur les défis et les opportunités? Tout ça? D'après vous, en quoi, et on parle du market et de la com, mais en quoi l'IA va bouleverser les compétences d'après vous? Là, c'est le RH qui parle. Il y a d'autres phénomènes qui suivent ça, hein. Pour assembler une boîte de vitesse d'une voiture thermique, il faut 250 pièces, je crois, un truc comme ça. Pour une voiture électrique, c'est 4 pièces à assembler. Donc, gain de temps, moins besoin d'emploi, plus d'automatisation, suppression de postes. Simple, efficace et pas cher. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un concept qui s'appelle l'obsolescence programmée de vos compétences? L'obsolescence de vos compétences programmées, si vous préférez. Depuis 1h15, je suis en train de vous expliquer comment l'IA est en train de transformer notre société, notre consommation, notre faculté à produire du contenu, à être créatif et tout ça. Ça fait 1 an. Ça fait que 1 an qu'on a cette techno à dispo. Enfin, quand vous prenez 2 secondes, vous vous dites: «Mais en même pas 12 mois, on peut imaginer super facilement le nombre de métiers qui vont simplement et purement disparaître». Enfin, ça a toujours été, encore une fois, je vous invite vraiment à aller regarder la théorie, de la création destructrice de Schumpeter. Parce que c'est une théorie qui a 150 ans, hein, je suis d'accord avec vous, même une centaine d'années. Mais honnêtement, c'est toujours d'actualité. C'est ça qui est flippant, en fait, c'est que le fonctionnement, théorique de ces innovations sont là aussi amplifiés. C'est-à-dire que quand vous prenez l'impact de l'électricité ou de la machine à vapeur versus l'électricité, encore une fois, quand vous prenez l'impact de ces transformations, dites-vous que je pense sincèrement qu'on est en train de connaître une transformation du même ordre. On parle souvent d'internet comme de la 3e transformation anthropologique du monde mondial, de l'univers, de l'humanité, pour être clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première révolution anthropologique mondiale a été en Mésopotamie il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, 5 L'écriture. peut-être aussi. L'invention de l'écriture, exactement. Quand on a commencé à écrire des trucs, on a commencé à matérialiser le contenu de l'humanité. On a commencé à matérialiser ce qu'on était en tant qu'espèce. Et c'est là où on a eu les premières peintures, et cetera, et cetera. Dès qu'on a voulu poser sur le papier, sur la toile de la grotte ou sur le mur de la grotte, pardon, ou quoi que ce soit, dès qu'on a voulu poser quelque chose, on a commencé à révolutionner notre fonctionnement et à transmettre aussi, au-delà de l'oral. La 2e révolution anthropologique majeure, ça a été L'agriculture. non, Gutenberg, l'invention de l'imprimerie. Révolution anthropologique, vraiment à ce niveau-là. Et la 3e, celle qu'on a connue et celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'invention d'internet. Parce que internet, au niveau anthropologique, ça change complètement notre rapport au monde. C'est ça que je veux dire par anthropologique, c'est-à-dire que c'est vraiment la caractéristique intrinsèque de l'humain dans son environnement a changé. On n'est plus les mêmes humains depuis qu'on a ça. Depuis qu'on a inventé l'écriture, l'imprimerie et internet, on n'est plus les mêmes. Eh ben, je crois que quelque part, l'IA, aujourd'hui telle qu'on la connaît, avec cette transformation et encore une fois, cette utilisation possible et potentielle dans tous les pans de notre société, de l'économie, du travail, et cetera, bah, en fait, ça va nécessairement transformer notre rapport au monde. Si on est capable de choisir exactement ce qu'on veut, et typiquement, je pense à l'agriculture, parce que Andrea, tu en as parlé, mais si demain, dans les tracteurs, on est capable de donner exactement la bonne dose de pesticides à tel endroit pour éviter d'en propager partout, on se rend compte que l'IA peut être vertueux. Maintenant, si tu as des IA dans les bateaux de pêcheurs qui te disent: «Tiens, là-bas, tu as un gros banc de poissons qui n'a pas été encore décimé par les 15 chalutiers qui viennent de passer», vous vous rendez compte que ça peut être aussi un moyen pour nous de plomber le peu de réserves naturelles qui nous restent. C'est ça qui me fait un peu flipper. C'est cette espèce de vie augmentée qu'on vit tous en pouvant extraire tout ce qu'on veut beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, avec plus de puissance qu'avant. Ça, c'est flippant.
C'est-à-dire que si vous voulez écrire un bouquin, globalement, vous commencez maintenant. À la fin de la semaine, votre bouquin est fait par ChatGPT, c'est carré, c'est propre et vous avez un pavé écrit sur la thématique que vous avez choisie. Aujourd'hui, c'est possible de faire ça. C'est pas souhaitable, je pense pas en tout cas, mais c'est faisable et ça me fait flipper. Parce que justement, je pense qu'on a, presque oublié quelque part, bah, d'où on vient en fait, qui est ce qu'on est et quelle est notre propre nature et je pense que plus les décennies passent, depuis la révolution industrielle et plus on oublie qui on a été. Typiquement, vous n'avez jamais eu de problème, avec les prévisions météo? Je vous en avais parlé, il me semble, qu'ils avaient viré effectivement toutes les personnes qui faisaient des prédictions météo et qu'à Cannes, il y a 1 mois et demi, 2 mois, ils ont pris une trombe d'eau monumentale et ils avaient pas du tout anticipé ça. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Valence, hein, mais globalement, ils avaient pas anticipé non plus, hein, pour le moins. C'est un drame assez marqué. Il y a un expert du GIEC qui passe beaucoup sur les plateaux de télé, je sais pas si vous voyez de qui je parle? Un expert du GIEC qui était aussi avec Aurélien Barraud lors de son intervention lors de, l'université d'été du MEDEF et ce monsieur, qui est un expert du GIEC explique en fait que c'est très difficile et je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est très difficile, pour la population de vivre ce phénomène-là et ce qu'on retrouve systématiquement à Saint-Martin-en-Goële ou, à Valence ou à Cannes ou dans tous les endroits où il y a eu des réchauffements climatiques, on va toujours trouver un responsable ou un coupable. La bétonisation, on nous a pas prévenus assez tôt, il y a toujours un problème quelque part. C'est de la faute des autorités qui ont pas réussi à réagir assez vite, c'est Météo France, ce que vous voulez. Parce qu'en fait, c'est très difficile pour les personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des proches, qui sont dans un dénuement le plus total, de se rendre compte que c'est à cause de leur mode de vie à eux que ça se produit. C'est ça qui est difficile. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à dire que effectivement, le réchauffement climatique est en train d'amplifier des phénomènes qu'on connaissait déjà. Quitte à arriver à des drames, hein. Quand je parle de ça, je pense à Valence et avec toute la compassion que je peux leur apporter. Mais les gens de Valence n'imaginent pas une seule seconde dire ou expliquer qu'ils peuvent être d'une façon ou d'une autre responsables de ces phénomènes climatiques qui a dévasté la ville. Et pourtant, c'est le cas, comme tous les Européens et comme tous les Occidentaux de manière générale. C'est ça le drame. C'est ça qui est à mon avis absolument important de regarder. C'est-à-dire qu'on peut se cacher derrière les outils, on peut se cacher derrière la technique, on peut se cacher derrière ce qu'on veut, la bétonisation, le manque de haies dans les prairies, le manque de forêt, ce qu'on veut, mais le vrai truc, c'est nos modes de vie qui génèrent ça. Et ça, c'est difficile à entendre. Et quand il a dit ça, je me suis rendu compte de toute la complexité qui était liée à ce sujet-là. Ça veut dire que tant que c'est pas chez nous, tant que c'est pas arrivé, on veut pas le voir. On va continuer à rouler en 4x4, acheter des McDo et faire notre vie. Par contre, le jour où ça arrive, c'est de la faute du préfet, c'est de la faute de Météo France, c'est de la faute de la bétonisation, et cetera, ou des champs ou ce qu'on veut. Il y a quelque chose à mon avis dans notre fonctionnement qui est, c'est peut-être un peu fort comme mot que je vais utiliser, mais c'est ça, il y a quelque chose dans nos comportements qui est de l'ordre du suicidaire. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'on est en train de se faire nous-mêmes enfin, qu'on est en train de nous-mêmes mettre fin à notre propre mode de fonctionnement, à notre propre mode de vie. C'est fou, mais pour moi, c'est ça. Et donc du coup, je vous avais effectivement parlé de Météo France et j'avais eu cet exemple, justement parce que j'avais cette formation à préparer et c'est pour ça que j'en avais parlé facilement. IBM et Watson, j'en ai parlé hier là aussi, avec tout ce que IBM, est capable de proposer aujourd'hui. Donc évidemment, ça c'est l'application, business parce que c'est des synthèses de texte, la génération de contenu, l'extraction d'identité, de la réponse aux questions, de la récupération de génération, augmentée. Mais tout ça finalement, c'est rien à côté de ce que peut faire effectivement IBM et Aladdin. IBM, avec Watson et Aladdin avec BlackRock, qui sont les 2 entités dont j'ai déjà parlé hier, dans le cours d'hier et en fait, ce sont des plateformes qui permettent à leurs utilisateurs de prévenir l'avenir, rien que ça et je vous invite vraiment à aller regarder un reportage sur Arte que je vais aller chercher en 2 là, qui est disponible sur YouTube, qui est à propos de BlackRock et je vous assure que quand vous regardez avec, 2 secondes d'attention ce qui est dit, c'est le monstre de Wall Street, c'est celui-là. C'est Financier qui dirige le monde. Je vous l'envoie si ça vous intéresse, c'est 1 heure et demie. Voilà, hop, c'est, les j'allais dire les principes sont posés, vous avez entendu le truc. C'est assez énervé, hein. C'est assez
C'est assez édifiant et je vous invite vraiment à regarder ce reportage d'1 h 30 et dites-vous que les reportages d'Arte ne restent pas très longtemps. Là, ça fait déjà 4 ans qu'il y est, donc je pense qu'à terme, il va vite, sortir parce qu'il dépublie les reportages pour les republier après. Donc s'il y a un truc que vous voulez voir, vraiment allez-y parce que ça disparaît assez vite. Donc voilà. Une fois n'est pas coutume, j'ai un truc à regarder vite fait. Hop, j'arrive, je suis à vous. J'arrive. Je fais jamais ça. Diantre. Le prof, il envoie un message pendant son cours. Moi, je vous le dis. Du coup, voilà. Allez voir le reportage de BlackRock. Vraiment, il est fou. Quand vous allez voir ça, vous allez, à mon avis, vraiment halluciner. Vraiment. Enfin, si je vous dis ça, c'est pas que je tiens à faire votre soirée, hein, mais honnêtement, quand vous allez voir ce qui est expliqué dans ce reportage qui a déjà 4 ans, vous vous dites qu'il maîtrisait et il disposait déjà de ces technologies il y a 4 ans. Et que 4 ans dans le monde de l'IA, comme vous l'avez compris, c'est la préhistoire. Donc, en 4 ans, ils ont cranté les garçons. Enfin bref, allez voir ça et vous comprendrez pourquoi 27 personnes possèdent la moitié du globe. 27 personnes possèdent la moitié du globe. Et pour répondre à ce qu'on se disait hier, notamment Camille, ce que tu disais par rapport à l'utilisation de l'IA chez Siemens, je pense qu'il y a une stat là qui te donne, quelques éléments. Hier, j'avais parlé des utilisateurs globaux, qui étaient 19% en France à utiliser l'IA. Eh bien, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que 31% des entreprises interrogées, expliquent, que la problématique principale à l'exploitation de l'IA, c'est la mauvaise qualité des données. Donc quand je vous disais tout à l'heure que c'était, ultra utile d'avoir des outils comme Power BI qui transformaient la donnée en information, que cette information était un outil d'aide à la décision, vous vous rendez compte, en fait, de tout ce que ça implique derrière. Si vous n'avez pas de données qualitatives, si vous n'êtes pas capable de recueillir de l'information de manière qualitative auprès de vos clients ou auprès de vos cibles, vous ne saurez jamais, avoir une information qui est juste et évidemment prendre des décisions, là aussi, éclairées. Et c'est le problème, qu'a rencontré notamment, Météo France. Parce qu'en fait, s'ils étaient infoutus de, comment dire? S'ils n'étaient pas capables effectivement de prédire de manière juste la météo, c'est justement parce qu'ils n'avaient pas assez de données dans certaines régions, dans certains contextes et surtout qu'on est dans un phénomène de changement climatique. Et qui dit changement ou transformation climatique dit qu'on n'a pas les données de ce qui va arriver, puisque ça change, par définition. C'est là où on peut largement s'interroger, à mon avis, sur la stratégie de Météo France quant à l'utilisation de l'IA. Mais bon. Comme je vous l'ai indiqué juste avant, là, ah non, je ne l'ai pas indiqué ça juste avant. Il est possible, alors ça c'est un concept qui m'a beaucoup plu, il est possible de faire halluciner une IA et l'inverse est vrai aussi, que vous halluciniez devant une IA. En fait, une hallucination, c'est quoi? Si vous prenez, là j'ai pris l'exemple d'une Simca 1000. Donc je pense pas que vous connaissiez vous ayez déjà entendu ça. Peut-être dans une chanson des Chevaliers du Fiel, mais à la rigueur, oubliez ça. Une Simca 1000, c'est une voiture, une vieille voiture, OK? Très, très vieille. C'est comme une R5 ou une 4L ou une vieille voiture qui normalement n'est plus d'usage aujourd'hui, OK? En fait, l'IA dispose d'assez peu de photos, de vidéos qui permet de générer une voiture ancienne. Parce que par définition, elle est ancienne et en plus, elle était tellement naze cette voiture que personne n'a voulu la prendre en photo, je pense, vraiment. Et donc du coup, l'IA va sur la base de quelques éléments dont elle dispose, elle va commencer à donner l'impression de sortir une Simca 1000 ou une R5 ou une 4L. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble fortement. OK? C'est ce qu'on appelle une hallucination. C'est-à-dire que l'IA a trop peu de données pour pouvoir alimenter ces réseaux de neurones qui vont construire l'image de la voiture ou la vidéo de la voiture. Il y a trop peu de données. Donc, du coup, elle va remplacer ce qu'elle sait par du vraisemblable. Parce que si elle n'a pas le côté droit de la voiture, elle intuite quand même qu'il y aura 2 roues et 2 portières. Donc, elle va sortir quelque chose qui ressemble à une Simca 1000 ou à une R5 ou à une 4L. C'est pas exactement ça, mais ça ressemble beaucoup. C'est ça l'hallucination d'une IA. Comment on fait halluciner une IA? En lui demandant de créer quelque chose sur du contenu très limité, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Au sens où, vous prenez, quelques photos de vous et vous lui demandez de vous vieillir dans 10 ans, par exemple.
L'IA est possible, est capable de le faire possiblement. Le point, c'est que plus il y a de photos, plus il y a de vidéos vous concernant et plus elle sera en mesure de le faire de manière précise. Bah, si vous donnez que quelques données, vous aurez une ressemblance avec vous-même, ce ne sera pas exactement vous, mais vous aurez fait halluciner une IA. C'est ça qu'on appelle l'hallucination. La dérive, je ne sais plus ce que c'est, le concept de drift. Fait référence à un phénomène en apprentissage automatique où la relation entre les données et la cible de sortie change avec le temps. Ah oui, ça y est. Ils ont changé la vitesse et les feux rouges dans Melbourne. Ce qui fait qu'en fait, l'IA qui était programmée pour que tout fonctionne ainsi, enfin d'une certaine manière, bah, du coup, avec ces changements de feux rouges et de limitation de vitesse, en fait, l'IA a eu du mal à voir comment dire? À voir les changements et à créer des erreurs. Parce qu'entre ce qu'on lui avait programmé comme, parcours pour les voitures et ce qu'il en était exactement, en fait, l'IA a, décalé, fait une dérive, un drift, c'est vraiment ça, a décalé ce qu'elle était censée faire. Typiquement, si vous disiez: «Il faut absolument que tout circule dans la ville de Melbourne», et que toutes les voitures roulent à 70 km/h, si demain vous passez toutes les voitures à 50 km/h, l'IA va détecter qu'il y a un problème. Les voitures ne roulent pas assez vite. OK? Alors qu'en réalité, il y a pas de problème. Vous avez juste changé la limitation. Vous l'avez ou pas? C'est ça le truc en fait. C'est que l'IA va effectivement voir un problème là où il y en a pas, parce qu'on a changé un paramètre. Et le biais, ça c'est ce qu'il y a de pire je crois, vraiment. La notion de biais dans l'IA, c'est, un phénomène qu'on a déjà connu avec, Snapchat. Alors, pour la petite histoire, dans les années 90, si vous alliez chez un chirurgien esthétique, vous veniez avec un magazine. Vous veniez avec Vogue, vous veniez avec, je sais pas, Challenge ou je sais pas quoi en disant: «Je veux ressembler à lui. Je veux le même nez que Brad Pitt. Je veux les mêmes yeux que, je sais pas qui». OK? Et en fait, dans les années 2010, avec l'arrivée de Snapchat, les gens ne venaient plus avec, la photo de Claudia Schiffer. Ils venaient avec leur téléphone portable, leur filtre Snapchat, en leur disant: «Je veux le même nez que sur mon filtre Snapchat. Je veux les mêmes joues que sur mon filtre Snapchat». Donc la référence des gens, c'était eux-mêmes. Sauf que les filtres de Snapchat ne sont pas sortis de n'importe où. Ils sont basés sur des critères sur des critères de beauté de modèles occidentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux États-Unis, la beauté, c'est d'avoir un nez fin, d'avoir la peau claire, d'avoir les yeux allongés, par exemple. Oui, mais si vous êtes asiate, globalement, c'est un problème. Si vous êtes, afro-américaine, globalement, c'est un problème parce que les filtres ne sont pas du tout adaptés pour l'ensemble de la population mondiale. Les filtres sont créés pour les gens qui vont principalement utiliser ces filtres en premier. Et ça, d'après moi, c'est un vrai problème. Parce que c'est une forme d'uniformisation des critères de beauté, une uniformisation, une harmonisation, hem, sur l'apparence qui me pose un vrai problème. Parce que je suis convaincu qu'on a besoin d'harmonie, mais qu'on n'a pas toujours besoin d'harmonisation. Ça, j'en suis convaincu. C'est ça le point, en fait. C'est qu'on a besoin d'harmonie entre toutes les populations du monde, mais on n'a pas besoin d'harmonisation. On n'a pas besoin d'être tous des clones qui ressemblent tous à la même chose. Et vous allez me dire: «Mais pourquoi tu me parles des filtres Snapchat et pourquoi tu me parles de tout ça?» Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'IA générative d'images va avoir les mêmes biais que les filtres Snapchat. C'est-à-dire que si vous allez, vous savez qu'il y a comment dire? Un site internet qui vous génère des images, des visages en automatique. Vous savez ça? Bah, on peut le faire ensemble. Ah non? C'est un site qui s'appelle, This person does not exist. Attends, .com. This person, hop, attends, doesn't, fais pas de faute, doesn't exist. This person. Tac, donc voilà, c'est ça, hop, c'est le premier site, c'est thispersondoesnotexist.com et vous avez, à chaque fois que vous rechargez la page, vous avez une nouvelle tête. Vous n'avez que des blancs. Vous n'avez que des blancs et des blonds. Donc j'actualise à chaque fois, hein. Vous avez vu combien d'images j'ai dû charger pour sortir une personne métisse? Même des bébés, quoi. C'est trop.
Et évidemment, tout ce que je vous montre, ce ne sont que des personnes, que des visages générés par l'IA. C'est bluffant, hein. Avant, on le voyait. Vous voyez là l'oreille? Je zoome un peu là. Soit elle a eu un problème, la petite dame, soit l'IA a merdé. C'était le seul moyen qu'on avait jusqu'aujourd'hui de voir qu'effectivement les IA, les images étaient générées par des IA. Ça et le fait que les yeux soient pas droits. En général, les IA avaient beaucoup de mal à faire les yeux droits. C'est-à-dire qu'on avait un œil comme ça, un œil comme ça. C'était un peu c'était très drôle à voir. Mais c'est vrai, encore une fois, tout ce que je vous raconte, vous avez le droit de pas me croire, mais voilà. Et donc du coup, je suis en train d'appuyer ma thèse sur le fait que sur les 20 profils que j'ai sortis, il y a une métisse. C'est même pas une afro-américaine, il y a une métisse. Il y a des jeunes, des vieux, des femmes, des bébés, des blondes, des machins. Il y a pas de métisse. Il y a pas de et il y a pas de renois. Il y a pas de personnes, à la peau noire, du tout. Incroyable, hein? Donc toutes les personnes que je viens de charger n'existent pas. Donc si vous avez envie de vous créer un faux compte, c'est assez facile. Enfin, en tout cas, prendre l'apparence de quelqu'un qui n'existe pas, c'est aujourd'hui, aussi simple que d'aller sur ce site, faire clic droit et enregistrer la photo, c'est tout. Ouais, moi aussi ça me bluffe, ça me sidère. Mais c'est vrai, encore une vous saviez pas que ça existait ça? Non? Ah ouais? OK. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Mais c'est quand même assez connu, hein, ça fait le buzz il y a pas longtemps quand même. Mais typiquement ça, c'est pareil, cette photo n'existe pas. Et donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que selon Bloomberg, les IA génératrices d'images accentuent largement les biais observés chez les êtres humains pour illustrer notamment le métier de médecin, par celui d'un homme. Parce que seulement 7 des images de médecins font afficher une femme. Ça veut dire que dans 9 cas sur 10, quand on tape: «Génère-moi une photo de médecin» dans une IA, c'est un homme qui sort. Normal. Peut-être, mesdames, vous n'êtes pas assez compétentes pour devenir médecin. Là, Andrea, je vois Andrea qui a failli me jeter un truc à travers l'écran, genre s'il pouvait se taire, mercredi à 8h moins le quart. Non, mais pour le coup, c'est vrai. C'est-à-dire que en fait, l'IA, c'est ce que je vous disais en fait hier, si tous les sites internet du monde considèrent que si si tous les sites internet du monde considèrent que la Terre est plate, bah la Terre est plate. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si, tous les représentations du monde considèrent que les médecins sont des hommes, les médecins seront des hommes. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand les futures générations vont utiliser l'IA, elles seront largement exposées à ces biais et en considérant qu'un pompier et un médecin sont forcément des hommes, nécessairement. Ça renforce les stéréotypes, ça renforce les incompréhensions et les approximations. Donc tout ça, c'est très, à mon sens, c'est source de pas d'inquiétude, mais en tout cas, à minima, de vigilance par rapport à ce qui pourrait se passer. Parce qu'encore une fois, que je vous l'ai dit hier, mais Microsoft et OpenAI, veulent utiliser un travail pour un usage commercial. Voilà. Microsoft, en fait, a largement pillé les données, enfin, Microsoft et OpenAI a largement pillé les données, du New York Times, comme je vous le disais hier. Et en fait, bah, ils ont demandé l'autorisation à personne pour le faire. C'est-à-dire qu'ils sont allés piller la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est encore un autre domaine, un autre pan de l'IA qui, d'après moi, est plutôt inquiétant. C'est de se dire qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout copier et tout falsifier. Absolument tout. C'est comme si, en fait, tout ce qu'on pouvait produire de créatif, de musique, d'images, de sons, de vidéos, d'invention, de créativité, tout ça était complètement copiable à l'infini. Pour vous donner un autre encore des éléments qui vont dans ce sens, typiquement, je vais sur un site internet que j'aime bien ou je vais sur une application que j'aime bien, d'Adidas, de Nike ou ce que vous voulez. Je fais une imprime écran de cette application sur mon téléphone. Je prends l'imprime écran et je vais dans ChatGPT et je lui dis: «Donne-moi le code source de cette application». Et ChatGPT, en fonction de ce qu'il va voir sur l'écran, va me donner le code qui va me permettre de reproduire une application comme ça. C'est bluffant. Si, vous allez sur ChatGPT, vous pouvez lui demander de créer un bout de code qui sera une IA. Vous prenez le bout de code donné par ChatGPT, vous le mettez dans Python, vous lui donnez les données à avaler et vous avez tout le process pour créer votre propre IA à vous, alimentée par vos propres données, pour vous transmettre vos informations qui seront elles-mêmes un outil d'aide à la décision. Vous pouvez créer votre propre IA vous-même. Je vous ai montré hier Captain Extractor. C'est chouette.
le logiciel qui me permet de sortir les adresses mail dans du texte, Captain Extractor. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que un élève un jour en cours me dit: Monsieur, il y a le même outil pour les numéros de téléphone?» Et là, je t'avoue que je ne savais pas répondre. Bah non, j'en sais rien et tout, il m'a fait un nœud au cerveau et j'aime bien parce que, pour le coup, ça me fait réfléchir. Et je me suis dit: «Bon, je suis prof, j'ai pas la solution à ce qu'il me demande, faut que je sois crédible. Va sur ChatGPT». Donc du coup, j'ai créé, j'ai demandé à ChatGPT qu'il me sorte du code HTML pour extraire des numéros de téléphone en prenant en compte tous les indicatifs possibles. Je prends le bout de code HTML, je le mets dans WordPress, je prends un fichier avec des numéros de téléphone au milieu du texte, il me sort le numéro de téléphone. Je n'ai pas écrit un bout de ligne HTML, je n'ai pas écrit un bout de code. J'ai juste demandé à ChatGPT qu'il le fasse pour moi. Merci Joshua. C'est Je pense que ça s'imposait là pour le coup. Merci, mais pour le coup, mais je t'assure que c'est d'une simplicité affligeante et c'est grâce à mon élève qui m'a dit: «Mais comment on fait?» J'en sais rien et je me suis dit: «Vas-y, ChatGPT doit pouvoir le faire». En sachant que j'utilisais 3.5, hein. J'ai pas utilisé 4.0, j'ai pas utilisé, Mini 0.1, j'ai rien utilisé de tout ça. J'ai utilisé la version la plus gratuite et facile possible. J'ai pris le bout de code HTML, je l'ai mis dans une page WordPress, de code et c'était fait. Enfin, c'était tout ce que j'ai fait, c'est demander, copier-coller, valider, c'est tout. Et en fait, encore une fois, quand je vous dis utiliser des problématiques que vous pourriez avoir, c'est ça la vie en fait. C'est vraiment enfin, quand je dis la vie, c'est vraiment partez d'un problème et dites-vous que vous avez une solution et des outils pour le résoudre sur le net. Et que si vous ne les avez pas trouvés, c'est que vous avez mal cherché. Parce que ça existe. Je vous jure que c'est vrai. Donc tout ça, c'est ouais, il y a, à mon avis, quelque chose à prendre en compte, vraiment. Qu'est-ce que je vous disais aussi sur, les problématiques liées à l'éthique dans l'IA générative? Des entreprises qui valent des milliards de dollars utilisent sans autorisation, les œuvres de créateurs pour entraîner les modèles d'IA génératifs qui servent ensuite à créer des nouveaux modèles de contenu. En fait, j'avais pas besoin de le lire, je vous l'ai effectivement déjà dit. En fait, je l'avais effectivement dit et quand vous voyez ça, c'est, encore une fois, c'est une vraie interrogation par rapport à ce qu'on appelle la propriété intellectuelle et la valeur de cette propriété intellectuelle. Donc ça, c'est assez fou. Qu'est-ce que je vous raconte ici? C'est un monsieur, c'est donc PwC, c'est, PricewaterhouseCoopers. C'est une énorme société d'optimisation fiscale notamment. Ah ben même chez eux, ça va être monumental. La révolution de l'IA générative présente à la fois des opportunités et des défis majeurs pour les entreprises et la société dans son ensemble. Une approche responsable, éthique et proactive est essentielle pour maximiser les avantages tout en minimisant les risques inhérents à cet avantage technologique. Est-ce que j'ai sorti la meilleure citation et le mec le plus crédible pour le faire? Non. En fait, j'ai demandé à un associé de PricewaterhouseCoopers de parler d'éthique. J'aurais pu demander, non, je me tais, je suis enregistré. Non, mais j'aurais pu demander à Xavier Dupont de Ligonnès de me parler de sa famille, c'était pareil. Et du soin qu'il amène à sa famille. Non, si c'était du même ordre, soyons clairs, hein, globalement, j'aurais pu demander à Émile Louis, la façon dont il s'occupe de ses gamins, c'était pareil, hein. Je ne critique pas du tout Stéphane Bocquillon et je ne veux absolument pas le mettre en parallèle avec ses tueurs, en série. Non, bien évidemment. Par contre, faire de l'optimisation fiscale à outrance dans cette société qui est PricewaterhouseCoopers et arriver après pour expliquer qu'effectivement, mettre de l'éthique dans l'IA générative, c'est bien. Bon, oui, c'est comme si on oui, non, 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 je vais arrêter avec les exemples parce que ça va devenir grave, je change de slide, hein. Bref. Et vous avez eu, la nouvelle du jour ou pas? Parce que là, on fait le cours comme si de rien n'était et comme si, le monde n'avait pas changé aujourd'hui, mais On parle de Trump, hein. heu, non, vous m'avez vu arriver là encore, je pense. Ouais, 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 le monde a changé, effectivement. Je crois qu'on arrive à la fin de ma presse. Ah, il y a des trucs après? This is the end. Ah, on a fait, une journée de cours, une journée de formation en 4 heures. Bon, on a tartiné un peu, mais bon, c'est cool.